Voilà, on va poursuivre avec cette nouvelle table ronde dédiée aux acteurs de l'innovation. On l'a vu, hein, je vais pas refaire l'introduction du sujet quand on en arrive à la troisième session, mais on a bien conscience de la problématique. Donc, je vais me présenter rapidement. Cédric Boisard, moi je suis associé du Startup Studio à Impact 4Elements. Donc nous accompagnons et la création de start-up à impact dans les domaines de la transition écologique. Et le sujet de l'eau est une de nos thématiques d'intérêt particulièrement depuis quelques mois maintenant. La raison de ma présence avec vous aujourd'hui. Et donc je suis ravi d'accueillir trois start-up qui vont nous présenter leurs innovations dans le domaine de l'eau. Mais avant ça, cette table ronde est sponsorisée, un grand merci, par la Banque Populaire Occitane, représentée par Francis Mazeri. Francis, je vais commencer par vous donner la parole pour nous dire en quelques mots comment Nextinov accompagne les acteurs de l'innovation en région Occitanie. Bonjour à tous. Alors Cédric, avant de parler de Nextinov, que peut-être tout le monde ne connaît pas, dire deux mots du groupe des banques populaires. Et si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que notre volonté stratégique à 2030, c'est de devenir leader. L'intitulé de notre projet, c'est Agir pour l'eau. Et c'est d'être leader national sur ce thème-là de la prévention et de la gestion de l'eau au niveau national. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 30 ans qu'on s'intéresse au sujet. Ce n'est pas pour rien qu'on est premier. On s'occupe de la voile en France. Les secteurs maritimes ont été les premiers à être gérés, on dirait, par nos services. Mais de plus en plus, nous rentrons au cœur de nos régions et nous travaillons sur ce thème qui est l'eau. Et nous en faisons un laïus premier pour notre développement et le développement de nos clients. Alors la Banque Populaire Occitane, pour être clair, aujourd'hui c'est 2000 salariés, c'est 200 points de vente, c'est plus de 2,5 milliards de crédits qui sont injectés dans l'économie locale, ce n'est pas rien. Et pour ce faire, nous avons en 2017 créé une structure dédiée à l'innovation, nous étions à l'époque précurseurs, intitulée Nextinov. Nextinov aujourd'hui c'est 6 collaborateurs qui œuvrent au quotidien, qui ne font que ça, et qui accompagnent au quotidien les jeunes entreprises et les startups dans leur développement. Cela va de l'idéation jusqu'à des structures qui développent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, nous œuvrons principalement, je dirais, sur la région Occitane, et particulièrement sur Toulouse. Nous sommes basés à la Cité des startups à Montaudran, mais bien évidemment, nous rayonnons sur, pour faire simple, Midi-Pyrénées, moins l'Ariège, plus le Lot-et-Garonne, puisqu'historiquement, notre banque est constituée de la sorte. Alors, comment nous intervenons? De plusieurs manières. La première, je dirais, sur le fonctionnement au quotidien des startups. Ça peut être de l'accompagnement de subventions, ça peut être l'accompagnement du crédit d'impôt recherche, nous le faisons régulièrement, et puis également, quand il y a du chiffre d'affaires, des relais sur la facturation. Et bien entendu, quand l'affaire est mature et qu'elle est accompagnable, dirons-nous, nous accompagnons sur la partie moyen terme avec des financements qui permettent de financer tout ce qui est immatériel. La R&D, des dépenses de marketing, d'embauche et parfois du BFR. Voilà, grosso modo, déjà pour situer la problématique. Donc nous accompagnons aujourd'hui près de 300 entreprises et notamment des entreprises à impact. Jean-Baptiste, par exemple, en est l'exemple. Nous l'accompagnons depuis maintenant un peu plus d'1 an. Il aura peut-être l'occasion d'en parler. Et bien d'autres, ici présents dans la salle. Nous ne sommes pas là que pour faire du cosmétique. Dire une banque qui fait de l'innovation, oui, ça existe. Et nous finançons de façon substantielle l'innovation dans la région. Super, merci Francis. Et donc du coup, une petite question, puisqu'on parle effectivement d'impact et de l'implication de la Banque Populaire sur la thématique de l'eau. Est-ce que dans la sélection des dossiers, des startups que vous sélectionnez pour leur accompagnement, vous appliquez des critères d'impact, des critères ESG? Alors, bien évidemment, je crois qu'on ne peut pas s'extraire déjà de la réglementation, puisque toutes les structures qui comptent plus de 500 salariés sont dans l'obligation de respecter des critères ESG, environnementaux, pour nos spectateurs, sociaux et de gouvernance. Bien évidemment, nos conseillers sont tous les jours amenés en face de nos dirigeants
à développer toutes ces questions sur cette thématique-là. L'extra-financier, aujourd'hui, prend le pas sur le financier au quotidien, c'est bien évidemment. Super, je suis ravi de l'entendre et pourvu que ça se développe de plus en plus, que l'extra-financier prenne le pas ou au moins soit autant reconnu que le financier. Merci beaucoup Francis. On va maintenant présenter nos 3 startups du jour. Élodie Galco le disait tout à l'heure, à partir de l'étude France Stratégie, 1 litre sur 2 vont manquer en 2050. Donc, je ne ferai qu'insister sur les efforts de sobriété pour tout un chacun. Évidemment, ça sera le premier axe. Mais pour un certain nombre d'usages qu'on ne pourra pas réduire, il y a des solutions technologiques qui vont nous permettre d'atteindre justement ces objectifs à l'avenir. Et on va commencer par l'eau potable. Donc en France, 900 000 km de canalisation d'eau potable, 20% de fuites sur le réseau qui génèrent 1 milliard de mètres cubes par an donc de perte d'eau. Je suis ravi d'accueillir Christian Colombel, directeur commercial de Liqumitid, dont on a déjà entendu parler tout à l'heure. Christian, comment Liqumitid aide à répondre à ce problème ? Et bonjour à toutes et tous. C'est vrai qu'on a parlé de l'eau, on dit qu'il va manquer 1 litre sur 2 d'ici quelques années. On en perd déjà 1 sur 5 aujourd'hui, quoi. Et pour pouvoir dimensionner ce que ça représente, 1 milliard de mètres cubes, ça ne représente pas forcément quelque chose de façon évidente, mais c'est la consommation de la Belgique, par exemple. On pourrait alimenter la Belgique avec nos fuites tous les ans, c'est juste ça. Liqumitid, en fait, c'est une start-up française, comme son nom ne l'indique pas. On a des ambitions internationales et je pense qu'on a raison, puisque l'eau, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est une start-up française qui est née en 2019 et on a pris le problème, je pense, à l'envers de la façon dont on le prenait. On a commencé par faire de la recherche de fuites en se disant, on considère que les fuites sont des fatalités finalement dans le réseau. On va les chercher sans trop jamais se poser la question de savoir d'où elles viennent. Et c'est vrai qu'on cherche des fuites, on ne sait pas trop où les chercher, on essaie de réduire les territoires de recherche, mais en tout cas, on fait un peu au hasard, entre guillemets, mais on ne se pose jamais la question de savoir d'où elles viennent. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à faire. On s'est dit, mais si on arrivait à répertorier toutes les bonnes raisons qu'il y ait des fuites, alors c'est par exemple des problèmes de sol, on connaît les problèmes avec l'argile, par exemple, le problème de mouvement du sol ou de passage répété de véhicules sur les canaux, sur les routes. À peu près 150 critères, rassurez-vous, on ne va pas tous les citer, il y en aurait un petit peu trop, mais ces 150 critères, finalement, sont autant de bonnes raisons qu'il y ait des fuites dans les réseaux d'eau. Ça nous a permis de monter un algorithme. Et avec cet algorithme-là, un algorithme prédictif, on est en mesure aujourd'hui de faire des prédictions basées sur le fait que l'on sait aujourd'hui isoler les 30% de réseaux qui concentrent 80% des fuites. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et donc la solution Liqumitid est destinée à qui ? Qui sont finalement vos clients, vos interlocuteurs ? En fait, on travaille aujourd'hui avec des syndicats des eaux. On pourra en citer un qui est pas très loin d'ici, c'est le Sicoval. On travaille aussi avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne. On a monté un joli projet avec l'agence il y a 1 an et demi à peu près sur l'innovation justement. Nos clients, ce sont des collectivités essentiellement, des régies, des syndicats des eaux. En tout cas, des endroits où on a un problème aussi, non seulement de ressources, mais de moyens. C'est très compliqué de trouver des experts en recherche de fuite. On n'a que ça chez nous. Donc, c'est beaucoup plus simple, finalement, de les mettre à disposition des collectivités avec une méthodologie qui est radicalement différente de celle que l'on ne fait pas depuis 40 ans. C'est peut-être pas toute notre problématique, c'est essayer de dépoussiérer tout ça et d'expliquer on n'est pas méchant, ça ne pique pas, l'IA. C'est pas méchant. Et effectivement, on l'évoquait ce matin, ce terme d'intelligence artificielle dont on entend parler maintenant un peu tous les jours. Donc Liqumitid est un bon exemple. Donc là, on ne parle pas de ChatGPT, on n'est pas juste en train de répondre à des questions simples ou pas, mais il y a un vrai apport aujourd'hui. Tu évoquais tout à l'heure 150 critères à évaluer par rapport à cette détection de fuite sur les réseaux. Donc effectivement, comment cette IA est mise en œuvre et fait partie de la solution ? En fait, c'est bon. En fait, l'algorithme, allez, je reprends. C'est de ce qu'on appelle du machine learning. Plus on apprend de choses à cet outil, plus il comprend des choses et plus il est capable de se projeter sur ce qu'il pourrait se passer. À l'inverse d'une statistique, un algorithme ne se base pas forcément sur les données pour les répéter ou pas.
Un algorithme est capable d'anticiper des choses qui ne se passent pas encore. Pour tester cet algorithme-là, pour le valider, on va utiliser l'historique de fuite, par exemple, de la collectivité sur laquelle on va travailler, et on va masquer une année, par exemple 2024, et on va lui donner comme consigne de retrouver, sans jamais les avoir vues, au moins 90 à 95% des fuites de 2024, sans jamais les avoir vues. Et jusqu'à ce que l'on... Alors, on prédit le passé, c'est facile parce qu'on peut le vérifier. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut justement ajuster le poids de chacune de ces variables jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ces 90 à 95% de fuite. Et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on est capable de se projeter sur l'avenir et savoir ce qui va se passer demain. C'est là où ça devient très intéressant. Super, merci Christian. On va passer au sujet suivant, et en particulier, Jean-Michel Fabre disait tout à l'heure, il faut que l'eau reste où elle tombe. Il n'y a pas meilleure introduction que la start-up portée donc, par Jean-Baptiste Land, donc fondateur de Cactile, si je prononce bien. Et donc, solution que j'aime beaucoup. Donc, on parle cette fois de capture, stockage, collecte et stockage de l'eau de pluie. Et donc, la solution, moi je l'adore principalement parce qu'elle a été bio-inspirée. On parle de biomimétisme par rapport à la solution développée. Donc, Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter d'où est venue cette inspiration et nous expliquer la technologie qui se cache derrière Cactile? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, on s'est inspiré pas mal du cactus. Cactile, c'est la contraction de cactus et de tile qui veut dire tuile en anglais, parce que cactuile, ça faisait pas très joli. Mais en fait, on se rend compte que dans un contexte où l'eau vient à manquer, la plupart des espèces animales, végétales ont développé des capacités de stockage d'eau augmentées. Voilà, c'est le cas du cactus, mais de plein d'autres espèces. Et là, clairement, tout ce qu'on a dit ce matin, on se dirige vers un contexte où l'eau va manquer, vers un climat semi-désertique, en fait. Et donc, l'idée, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. L'agriculture doit s'adapter. L'industrie doit s'adapter à ce contexte. Et les villes doivent également s'adapter. Voilà. Une ville, c'est quoi? C'est avant tout une concentration de bâtiments. Et le bâtiment, il a deux impacts sur l'eau. Déjà, c'est le premier lieu de consommation d'eau potable. On consomme en moyenne 150 litres par jour par habitant dans le bâtiment, dont 20 à 30% pour les toilettes d'ailleurs. Et c'est également, le bâtiment a le deuxième impact, c'est qu'il imperméabilise les sols. C'est le premier responsable de l'artificialisation des sols en France. L'habitat, c'est 65% des surfaces artificialisées ces dernières années. Donc concrètement, il empêche l'eau de pluie de rejoindre son milieu. Et donc ce problème est particulièrement vrai en ville, puisque comme je dis, c'est une concentration de bâtiments. Donc on a des territoires qui sont à la fois incapables de gérer les trop d'eau, mais pour lesquels il faut des territoires sur lesquels il faut également faire des économies d'eau. C'est important, puisque 80% de la population vit en ville. Donc l'innovation Cactile, ça a été de se dire, si le bâtiment est un problème aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas en faire une solution en développant ses capacités de stockage, comme l'a fait le cactus. Et on a mis au point un système de stockage d'eau de pluie qui va s'installer sur les toitures en pente, sur les façades ou même dans les clôtures de jardin, donc dans des espaces qui sont les constituants d'un bâtiment, qui sont déjà artificialisés, mais qui vont devenir, avec notre solution, multifonctionnels, puisqu'ils vont servir à la fois de réservoir tampon quand il pleut, donc pour collecter et stocker des grandes quantités d'eau de pluie, et ensuite faciliter la réutilisation d'eau de pluie, soit à l'intérieur du bâtiment, soit en rediffusant cette eau dans les sols de façon plus acceptable par les milieux, justement, éviter les trop pleins d'eau que le sol n'arrive pas à gérer. Et donc agir sur les deux volets, à la fois aider à réduire les inondations urbaines et faire des économies d'eau potable. Super, et donc la solution Cactile, elle est destinée à qui? Aux particuliers, peut-être dans un premier temps plutôt aux professionnels, donc à l'industrie, à quel type d'acteurs? Alors aujourd'hui, on veut travailler avec, déjà sur les bâtiments de l'État, des collectivités, des administrations, mais aussi avec tous les acteurs professionnels de l'immobilier pour des opérations de construction et rénovation, donc des promoteurs, bailleurs sociaux, tous les prescripteurs, architectes, etc.
On est beaucoup sollicité par le grand public aussi. Donc, ce sont des solutions donc, sur toiture, sur façade qui ne sont pas forcément accessibles directement au grand public. Donc là, on va passer plutôt par les professionnels. Mais on s'interroge effectivement sur la partie clôture pour procéder peut-être dans un futur plus ou moins proche à des ventes directes aux particuliers. Ouais. Super. Et puis je rebondis effectivement à ce que disait Francis tout à l'heure. Donc typiquement, Cactile a reçu, si je ne me trompe pas, le prix du jury Nextinov en début d'année. Et donc quelle est la relation qui vous unit? Et puis en particulier après pour Jean-Baptiste, quel est justement l'avantage, l'accompagnement de Nextinov? Ce prix nous a réellement unis, je crois, dans tous les cas. Ça c'est clair. Nous a permis de prendre conscience de la qualité du personnage et de son entreprise et de son concept pour nous permettre de l'accompagner. Et le prix régional que nous organisons depuis 3 ans maintenant au niveau de Nextinov et de la Banque Populaire, c'est justement de récompenser les entreprises à impact et qui impactent véritablement sur notre futur, tout simplement. Voilà. Donc oui, alors parfois c'est trop tôt, c'était le cas il y a 1 an et demi, et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'entreprise se structure, à partir du moment où on arrive à trouver des fonds propres, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, n'oublions pas que la Banque Populaire, comme toute banque qui se respecte, finançons le bas de bilan. Nous on n'a pas vocation à financer, on n'est pas investisseur, très clairement, on a des solutions pour aider les entreprises à se financer, et en tous les cas, nous, notre rôle, c'est celui d'accompagnement de l'entreprise dans son quotidien et puis plus sur son développement au niveau des infrastructures. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est une innovation, mais c'est aussi de l'humain. Et Jean-Baptiste, je pense qu'aujourd'hui, réunit ces conditions-là, quoi. Et ce qui nous a permis d'aller un peu plus loin avec lui, et j'espère encore plus loin demain. Voilà. Super, merci. Jean-Baptiste? L'accompagnement ce qui est mise en lumière déjà par le prix du jury, déjà peut-être communication. Exactement. Mise en lumière et dernièrement, donc Francis le disait, la Banque Populaire c'est une banque qui est très engagée aussi dans le milieu de l'eau, qui a publié des engagements récemment clairs sur le sujet. Donc déjà il y a un lien naturel qui se fait. J'ai été convié dernièrement à l'Université des administrateurs qui a réuni tous les administrateurs de la Banque Populaire ici à Toulouse, donc pour présenter nos solutions. J'ai pu constater que cet engagement il est vraiment sincère, réel. Et ce qui est particulier, c'est que Nextinov, c'est une banque de l'innovation. Et effectivement, financer un projet innovant, c'est très compliqué. Et là, clairement, ils comprennent nos problématiques. Ils ont des outils qui sont adaptés à ce qu'a besoin un entrepreneur dans le domaine de l'innovation. Donc, nous, aujourd'hui, on est très, très satisfaits de cet accompagnement. Super, merci. Et on va passer donc à notre troisième innovation. Donc après l'alimentation en eau potable, après la collecte et stockage d'eau de pluie, on va parler du traitement de l'eau. Donc on parlait juste avant effectivement des termes de reuse, de réutilisation, c'est un aspect. Et indépendamment effectivement du reuse, de retraiter les eaux industrielles, ne serait-ce que les stations d'épuration et donc le traitement de l'eau. Et donc on fait face depuis maintenant quelques années, peut-être des décennies, tu nous diras Stéphane, mais on observe de plus en plus des eaux qui ont des concentrations très élevées, donc en azote et en phosphore, qui sont liées principalement à des rejets liés à l'agriculture, justement aux engrais qui sont utilisés en particulier. Et donc, ces problèmes génèrent alors un terme très technique qui s'appelle phénomène d'eutrophisation. On voit près des côtes le développement d'algues qui peuvent être toxiques et générer des émissions toxiques. Et donc, c'est tout l'intérêt aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir donc Stéphane Guénassia, qui est le fondateur de Planctolab. On n'a pas anglicisé le nom, je crois. Là, on est après Cactile et Liqumitide, on est sur un nom français. Et donc, Stéphane, présente-nous comment Planctolab apporte justement une solution à ce traitement d'eau. D'abord, merci d'être là. Et j'ai écouté avec attention tout ce qui est réutilisation, stress hydrique pour les agriculteurs et une approche beaucoup plus systémique. Et c'est là où on va apporter de la valeur et on va s'intégrer. Alors, nous, on est une jeune entreprise innovante. D'abord, on est Deep Tech BPI. On a reçu une labellisation Solar Impulse Efficient Solution. Donc, on est vraiment dans cette biotechnologie-là. Et on est en fait acteculteur ou agriculteur de phytoplancton ou de microalgues. C'est notre métier.
on cultive des microalgues à travers des photobioréacteurs, avec une mission qui est très simple, hein, qui est de préserver l'eau et participer à sa réutilisation, restaurer les sols et nourrir les plantes et réduire les pollutions environnementales avec une solution basée sur la nature, par la nature, sur la culture des microalgues. Voilà. Donc, comme tu le disais, on répond à une urgence environnementale invisible. On lutte contre l'excès d'azote et de phosphore dans les eaux, dissous dans les eaux. Et c'est une des 9 limites planétaires qui est allègrement dépassée chaque année et qui est difficilement traitée. On parle d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quoi? C'est un excès d'aliments, donc azote, phosphore, qui ensuite crée de la vie, c'est-à-dire beaucoup d'algues autour de ça et de poissons. Il y a trop de vie, donc pas assez d'oxygène, et tout meurt. Et ça s'appelle le Dead Sea, ou le phénomène de mer morte. Et ce phénomène de mer morte, ça a aujourd'hui la taille en surface du Royaume-Uni. Donc c'est pas neutre, c'est pas rien. Si on ajoute à ça les activités plus générales, j'allais dire, humaines, avec le réchauffement climatique, on a aussi des zones dans la mer qui sont pauvres en oxygène. Et ça représente l'un dans l'autre presque 4,5 millions de kilomètres carrés. Donc c'est quasi la surface de l'Amazonie qui manque d'oxygène aujourd'hui dans la mer et dans nos fleuves. Okay, et pour parler de tout ce qui est engrais et chimie et agro-industrie, nous, ce qu'on fait, c'est un processus très simple, et qui est d'ailleurs porté par l'Union européenne. Hein, pardon, je fais la parenthèse, mais on a une réglementation qui dit qu'en 2039, que ce soit les agriculteurs, les industries ou les villes, tout le monde doit traiter les eaux tertiaires, donc les eaux chargées en azote ou en phosphore. Okay, donc ce qu'on fait, c'est assez simple. Le principe est de prendre cette pollution inorganique, chimique, de le passer à travers nos photobioréacteurs de microalgues et de les transformer, non pas de les séquestrer, mais de les transformer en organique qui a de la valeur, c'est-à-dire en protéines, en acides aminés, en antioxydants. Et donc, cette valeur-là, qui est un coproduit, donc on est vraiment dans une économie circulaire totale, hein, on prend du CO2, on prend azote, phosphore dans des eaux dissous, on les passe dans nos photobioréacteurs, on en ressort de la biomasse microalgale, de l'O2 en même quantité. Et donc cette biomasse, on la transforme en coproduit, qui est un biostimulant ou un bioengrais. Et ce biostimulant et un bioengrais va à son tour nourrir les sols, nourrir les plantes, et donc éviter ce phénomène infernal de pollution des nappes et contribuer à une diminution du stress hydrique, parce que quand vous nourrissez, vous régénérez vos sols et que vous avez de la nanocellulose sur vos plantes, etc., vous avez besoin de moins d'eau. Donc c'est un cercle vertueux qui doit être installé. Donc on a des processus et des modules totalement automatisés, vertueux, et dans une approche plug and play. Donc c'est une brique technologique. Et je suis là aussi pour dire que ces briques-là, elles complètent l'existant sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une station d'épuration urbaine, industrielle ou agricole, et on va compléter avec notre brique sur ce sujet-là et créer une économie circulaire. Ça veut dire que ce qu'on va faire dans le traitement tertiaire des eaux n'est plus un centre de coût, mais un centre de profit, puisqu'on va partager le profit lié aux coproduits basés sur la microalgue. Donc là, on débute assez fort et j'espère pouvoir participer au développement en Occitanie également, ou à Toulouse. Je suis toulousain, donc je serai heureux d'y contribuer. Voilà. L'appel est lancé. Merci Stéphane. Peut-être quand on parle innovation sur l'eau, une question que je vais vous adresser à tous les trois. Une des problématiques, en particulier quand on adresse le développement de technologies dédiées à l'eau, c'est le coût. C'est-à-dire que l'eau coûte peut-être pas suffisamment cher pour pouvoir absorber, en l'occurrence, les technologies potentiellement qu'on vient d'évoquer là. Et donc, comment ces critères économiques impactent vos solutions? Alors, on va commencer par l'ICMITID. C'est le plus simple. Vous faites gagner de l'argent aux collectivités en perdant moins d'eau dans le réseau. Donc, globalement, là, c'est plus facile de positionner la technologie. Beaucoup plus facile de le calculer, puisque, allez, si on se dit que ce milliard d'euros, ce milliard de mètres cubes d'eau perdus chaque année coûte 1 milliard d'euros, à peu près 1 euro du mètre cube,
C'est sûr que quand on va au bout d'une campagne de recherche de fuite, économiser 35, 40, 50% du volume d'eau perdu, ça peut se chiffrer en centaines de milliers de mètres cubes et donc en centaines de milliers d'euros. Le retour sur investissement, il est facile. Une campagne de recherche de fuite, elle se paye 6 fois, 7 fois avec les gains que l'on a. Et on a cette audace chez Liqumitine de s'engager sur des résultats. C'est-à-dire que notre discours, il est très simple. Si on n'est pas capable de baisser au moins de 20% le volume de perte des réseaux sur lesquels on travaille, on ne se paye pas. C'est cadeau, c'est qu'on est mauvais. C'est tout ce que je vous dis là est faux. Et c'est comme ça qu'on le vérifie, en fait, parce qu'on prend ce risque-là qu'il n'en est pas un, puisqu'on sait qu'on a un algorithme sur lequel on peut vraiment se fier. D'accord, ça c'est super. Jean-Baptiste, quand on apporte une solution comme ça de collecte et stockage d'eau de pluie en particulier, comment déterminer le gain pour l'utilisateur final, sachant qu'on voit bien la solution en particulier en ville, hein, on est capable d'utiliser, parce que ce n'est pas uniquement de la collecte et du stockage, il y a tout un service apporté par Cactile, et on peut quasiment se servir de tout ce dispositif qui serait largement implémenté en ville, comme une sorte de bassin d'orage en ville, hein, et être capable de gérer finalement le stockage d'eau en prévision des fortes pluies. Donc c'est ça qui permet de valoriser la solution aujourd'hui Cactile, plus que le fait de uniquement stocker l'eau de pluie. Alors ça, c'est effectivement, j'en ai pas parlé, mais il y a tout un ensemble de services pour que le bâtiment individuel devienne un outil au service des enjeux collectifs, hein, de gestion de la ressource en eau. Parce que stocker de l'eau, c'est bien, mais si on ne la gère pas correctement, ça peut servir à pas grand-chose, voire avoir des effets contre-productifs. Mais ce n'est pas tant ça qui va faire la valeur, le retour sur investissement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est très compliqué, un retour investissement sur des solutions pour l'eau. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse, nous, aux professionnels du bâtiment qui ont des obligations. Aujourd'hui, des obligations de gestion de l'eau de pluie à la parcelle, hein, c'est-à-dire de moins en moins le droit d'envoyer l'eau dans les tuyaux à cause de la saturation des réseaux. Demain, des obligations de récupération de l'eau de pluie dans le bâtiment neuf. Donc c'est la réglementation du bâtiment qui est en train d'évoluer sur le sujet. Donc voilà, il va falloir déployer ce type de solution. Ça passe par la réglementation. Hein. L'adoption de certaines technologies vont passer par la réglementation pour pouvoir les imposer. Et pour les particuliers, c'est une évolution de mentalité. Après, j'ai envie de dire, il faut consacrer peut-être un peu moins d'argent à nos voitures, à nos voyages à Bali ou des choses comme ça, et un peu plus à faire en sorte que demain, nos enfants aient toujours de l'eau au robinet, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, Stéphane, très rapidement, je vois que le temps passe malheureusement vite, mais pour Planctolab, la façon de pouvoir absorber le coût de la brique technologique de traitement d'eau, c'est de valoriser finalement le produit final qui va être cette culture de microalgues qui va apporter des bénéfices. C'est exactement ça. On a le prix du traitement tertiaire des eaux, mais on a surtout le coproduit et un partage virtuel ou réel de la valeur avec l'industriel, l'agriculteur ou la station d'épuration urbaine. En sus de la réglementation qui nous porte pour le traitement des eaux tertiaires. Voilà. Super, on arrive malheureusement déjà à la fin. Un grand merci d'applaudir nos intervenants du jour.